Bonjour les jeunes, bonjour les jeunes, les jeunesses éternelles, bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Je suis très content d'être ici aujourd'hui avec mon co-animateur Olivier pour ce 3e épisode de 4, spécial élection. Aujourd'hui, on est très heureux de recevoir Madame Catherine Seawright. Bonjour Catherine. Allô, merci de m'accueillir. Merci d'avoir accepté l'invitation d'entrée de jeu. C'est gentil de jouer le jeu comme on dit à tout le monde. Ah, mais ça fait plaisir. Catherine, si on pourrait commencer, j'aimerais rapidement que vous nous parliez de votre parcours scolaire, si vous voulez, de votre parcours professionnel. Vous êtes une femme en politique, ça, vous pouvez en parler aussi, c'est quand même important, intéressant. Et comment vous avez abouti finalement à représenter Québec solidaire. Êtes-vous prêts? Parce que c'est vraiment pas linéaire. C'est correct. Oui. C'est correct. Ben ouais, moi je viens de New Richmond. J'ai fait mon primaire, mon secondaire à EAB, Carleton. Puis je savais vraiment pas qu'est-ce que je voulais faire dans la vie. Puis là, pendant un cours, dans le temps, on avait des cours d'éducation au choix de carrière. J'ai feuilleté un petit livret, puis là, je suis tombée sur un programme qui s'appelait Sciences, lettres et arts. Ça, c'est comme vraiment pour le monde qui sait pas quoi faire, qui sait pas quoi choisir. Fait que c'est sciences humaines, sciences de la nature, puis arts et lettres, mais genre, tout mélangé en 2 ans. Fait que c'est pas intense pantoute. Okay. Ouais, c'est ça. J'entends que c'est difficile, ce programme. Ouais. Mais pourquoi j'étais pas au courant de ce programme-là? Moi, c'est comme intéressant. Ouais, c'est intéressant. Fait que c'est ça, il l'offrait pas, il l'offrait pas à Carleton. Donc, je suis allée le faire au Cégep Sainte-Foy. Puis, après ces 2 ans-là, c'était vraiment le fun parce que j'adorais les sciences. Je voulais peut-être aller dans une profession scientifique. Mais en même temps, je me disais que je serais pas capable de faire 2 ans de juste des sciences. Fait que voilà, j'ai fait ça, puis j'ai eu vraiment du plaisir. Puis à la fin, ben comme la majorité du monde dans ma cohorte, je savais pas plus qu'est-ce que je voulais faire dans ma vie. Fait que j'étais allée faire un AEC en tourisme d'aventure à Gaspé. Je me suis dit, là, j'ai passé 2 ans la tête d'un livre, fait que je vais aller jouer dehors un petit peu. Fait que j'ai fait ça, puis après ça, je suis allée faire mon bac en enseignement au secondaire en sciences techno à l'Université Laval. Un bac de 4 ans. Fait que là, pendant ce bac-là, bien évidemment, à l'université, on a la chance de s'impliquer dans plein d'affaires. Il y a eu la grève étudiante de 2012, qui était quand même un moment marquant de mon bac. Parce qu'en plus que c'était une grève étudiante pour la gratuité scolaire, tu sais, puis l'accès à l'éducation au sens large, bien moi, j'étudiais en éducation. Donc, moi, ça me motivait vraiment de militer pour que les élèves à qui je vais enseigner aient accès à l'éducation supérieure, peu importe d'où ils viennent, peu importe leur niveau socio-économique. Donc, ça a vraiment été un moment marquant de mon bac, même si c'était pas dans mes cours. Puis, j'ai aussi milité beaucoup avec Ingénieurs sans frontières Canada, qui est un organisme qui travaille en développement international, qui n'est pas juste pour les ingénieurs. Là, tout le monde me demandait, t'es-tu ingénieur? Non, je suis pas ingénieur. Mais c'est ça, on militait beaucoup pour une meilleure aide internationale. Parce qu'il y a beaucoup de critiques qui peuvent être faites au domaine de l'aide internationale. Là. Fait que nous, on militait beaucoup auprès du gouvernement fédéral, parce que c'est de juridiction fédérale, pour une meilleure aide. Tout ça, de fil en aiguille, je termine mon bac. Puis là, j'ai l'opportunité d'aller faire un 3 mois de travail comme conseillère pédagogique en Haïti, en milieu rural. Fait que là, j'y vais. Je saute sur l'occasion. Puis, j'ai travaillé 3 mois dans une école primaire avec les enseignantes, à faire du co-enseignement, puis essayer de trouver des façons là, d'aborder les problèmes qu'eux autres vivaient. Et à mon retour, ben, là, je me suis inscrite à la maîtrise en technologie éducative. Parce que c'est vraiment drôle, mais il y avait une de mes profs que j'avais eue au bac qui m'avait vraiment marquée, qui était une prof en technologie éducative, parce qu'elle était vraiment hors norme, là, elle était pas... elle parlait beaucoup de pédagogie critique, puis
je me suis dit, hey, si elle est en technologie éducative, il doit y avoir de quoi de le fun là-dedans. T'sais. Fait que là, je me suis inscrite là-dedans pour ça, puis ça a été ma directrice. Puis finalement, mon projet de recherche que j'ai fait était pas tant que ça en technologie éducative. Là. Je me suis intéressée à la question du pouvoir ou de l'empowerment chez les femmes en Haïti, en milieu rural. Donc, je suis retournée en Haïti pendant 4 mois pour faire des entrevues avec les femmes, vivre avec elles sur le terrain, puis voir c'est quoi leur perception, est-ce qu'elles sentent qu'elles ont du pouvoir sur leur vie. Fait que c'est ça m'a donné l'occasion d'apprendre le créole, qui doit être un peu rouillé en ce moment. Mais ouais, c'était vraiment une super belle expérience. Puis quand je suis revenue, ben là, je suis venue rédiger mon mémoire de maîtrise là, en Gaspésie. Parce que j'étais... tant qu'à écrire toute seule chez nous, j'aimais mieux le faire en Gaspésie. Fait que là, je suis revenue depuis ce temps-là ici. Puis... j'ai fait plein d'affaires. Ça t'a mené où, tes études comme ça en Gaspésie? Ça te mène où, concrètement, après ça? Ouais, ben je suis revenue comme en Gaspésie, pas de job, juste avec un mémoire à finir toute seule chez nous. C'est quand même long, mais j'ai réussi à le finir. Quand je suis revenue, j'ai fait de la suppléance dans les écoles primaires, secondaires. J'ai enseigné la voile pendant 2 étés à l'école de voile à Carleton. J'ai enseigné le français aux personnes immigrantes aussi à Bonaventure. J'ai enseigné la natation. Je donne des cours à moi, entre autres. Ouais! J'ai aussi... c'est ça, j'ai coaché les Samano. J'enseigne le karaté à Bonaventure. Depuis que je suis revenue, là, parce que le karaté, ça a toujours été mon sport de prédilection. Là. Je suis une fille assez active, mais le karaté a une petite place spéciale dans mon cœur. À travers tout ça, là, à travers ton retour en Gaspésie puis tes occupations, l'engagement avec QS, ça date de quand? Puis c'est arrivé comment? Ben, quand je suis revenue, je me cherchais, tu sais, là, j'ai retrouvé mes amis du secondaire, puis là, je me cherchais une gang avec qui parler de politique. Avec qui être nerd de politique. Parce que moi, j'aimais ça, je suivais ça, mais on dirait que j'avais plus ma gang d'ingénieurs sans frontières ou ma gang de maîtrise, tu sais, pour réfléchir à des questions, puis des questions politiques, puis militer, puis tout ça. Puis j'étais comme, où est-ce qu'on se mobilise ici, tu sais, en Gaspésie? Comme quand je suis partie, j'avais 17 ans. C'était pas dans mon radar tant que ça, tu sais, la mobilisation. Puis là, je me cherchais un peu, puis là, j'ai trouvé l'association de Québec solidaire Bonaventure. J'avais jamais été membre d'un parti, tu sais, j'avais beaucoup milité politiquement, mais pas de manière partisane. Puis là, je me suis dit, Québec solidaire, tu sais, je veux dire, ça fait longtemps que je suis solidaire, comme dans mes valeurs, puis dans mon vote, là, si on veut. Puis là, j'avais jamais été membre, fait que là, j'ai comme décidé de prendre ma carte de membre. J'étais là à l'Assemblée générale, puis les membres du comité de coordination ont fait comme « Hey, on cherche du monde sur le comité, tu devrais être impliqué. » Puis j'étais comme « OK, tu sais, ça me tente, ça a l'air le fun, ça a l'air d'une belle gang. » Puis c'est comme ça que j'ai commencé à m'impliquer, participer. Tu sais, entre les élections, là, on parle beaucoup de Québec solidaire, mais entre les élections, il y a toute une vie associative. On était en train de finaliser l'écriture de notre programme. Fait que là, j'ai participé à écrire avec l'association le bout de notre programme sur les pêches. Parce que ce qu'on se rendait compte, c'est qu'on était à peu près les seuls dans Québec solidaire à vraiment avoir toucher au milieu des pêches. Ouais, là, avoir des contacts, là, tu sais, parce qu'il y a du monde qui suggérait des idées, mais ça touchait beaucoup, tu sais, les pourvoiries dans les Laurentides. Puis j'étais comme, c'est intéressant, là, mais les pêches, c'est plus large que ça. Fait que, tu sais, on avait vraiment fait un travail de terrain, aller rencontrer l'école des pêches, Rémer à New Richmond pour savoir c'est quoi les besoins en aquaculture, juste pour, tu sais, savoir c'est quoi les besoins. Puis c'est comme ça que je me suis impliquée à Québec solidaire. Puis en 2018, on se demandait c'est qui allait être candidate. Puis Patricia Chartier, qui avait été candidate pendant plusieurs élections, elle me dit « Toi, ça te tente pas? » Puis là, j'étais comme « Ben, je dirais pas non, tu sais. » On dirait que j'osais pas, tu sais, parce que j'avais un gros sentiment d'imposteur. Là, tu sais, j'ai pas étudié en politique ou, tu sais, j'étais au début de mon implication partisane.
Puis d'avoir quelqu'une comme Patricia qui avait fait plein de campagnes, puis qui me disait, ben, tu sais, moi, je serais prête à passer le flambeau. Là, si toi, ça te tente, tu sais, je pense que tu serais bonne. Fait que d'avoir quelqu'un qui te tape sur l'épaule, qui te dit, tu sais, ça te tente-tu, c'est vraiment, vraiment encourageant. Puis j'ai sauté dans le bain en 2018, j'ai vraiment aimé ça. Fait que là, me voici en 2022 encore à représenter les solidaires de Bonaventure, puis je suis bien contente d'être là. Quand même. Vas-y, Oli. Présentement, on est au cégep de la Gaspésie-des-Îles, fait que quoi de plus pertinent que de parler d'études. Puis c'est le premier sujet dans lequel on veut se lancer ensemble. C'est sûr, le débat des frais d'études, c'est très important à la fois pour vous qui avez milité avec les Carrés Rouges en 2012, puis bien sûr le chef le porte-parole. J'allais te reprendre. J'ai des gros yeux. Le porte-parole de Québec solidaire, co-porte-parole qui est aussi, c'est une grande partie de son CV, là, la grève de 2012. Donc, on s'entend qu'il y a des plans qui sont mis en place, que QS souhaite mettre en place par rapport à l'éducation. On aimerait en entendre un petit peu plus par rapport à ça. Ouais. Ben, ce qu'on s'est rendu compte au fil des années, c'est que la gratuité scolaire, ça a toujours été un engagement important pour Québec solidaire. Puis, de plus en plus, on voit qu'il y a des frais qui s'ajoutent à l'école primaire, secondaire. Fait que nous, à cette élection-ci, on s'est dit, ben, on aimerait ça que, comme l'école primaire, secondaire, ça soit vraiment gratuit. Fait que pas de frais spécifiques pour des cahiers, pas de frais, tu sais, comme pour le matériel, qu'il y ait plus de choses qui soient couvertes, tu sais. Puis, surtout, pas de financement public aux écoles privées. Nous, on croit à l'école publique, on croit à la mixité sociale aussi. Moi, je pense que c'est un avantage en Gaspésie. En ville, les gens magasinent leur école secondaire, leur école primaire, font des tests d'entrée, puis ça divise vraiment les classes sociales dans les différentes écoles, dans les différents programmes. Puis nous, en Gaspésie, tout le monde est ensemble. Puis pour moi, en tout cas, moi, dans mon parcours, ça m'a apporté vraiment un regard sur d'autres réalités qui n'étaient pas la mienne, tu sais. Donc, nous, c'est sûr qu'on voudrait que l'école soit plus universelle. Puis au niveau des frais universitaires, ce qu'on propose à terme, c'est la gratuité scolaire, mais dans un premier mandat, ça serait de diminuer les frais d'admission de 25 % en ce moment. C'est ce qu'on a calculé qui était réaliste de faire avec tous nos autres engagements par rapport aux frais d'études. Après ça, je sais qu'on va peut-être en reparler plus tard, mais un des gros points pour lesquels je me battais, moi, pendant la... Je me battais au sens figuré. La fille a fait du karaté, tu sais. Que je militais là, pendant la grève étudiante, c'était comme, c'est bien beau la gratuité scolaire, mais comme, oui, mes frais de scolarité d'université me coûtent cher, mais mon appartement que je paye 800$ par mois à Québec, c'est pas mal plus ça qui me coûte cher que mes frais de scolarité parce qu'il n'y a pas d'université dans ma région. Puis rentrons-y directement dans le logement. Là, on est parti. Ouais, vas-y. C'est un enjeu important aussi. Tu t'en parles avant que je te coupe. Ça coûte cher le logement. Puis au niveau de notre génération aussi, ça va être difficile l'accès à la propriété. Puis c'est quelque chose que personnellement m'inquiète un peu, mettons. Puis voilà, quel est le plan de Québec solidaire là-dessus? Oui, tu peux continuer ta lancée du logement. D'abord, par rapport à vraiment le logement locatif privé, là, c'est ce qu'on va... Quand on part aux études, c'est là-dedans qu'on va tomber en premier d'habitude. Quand les propriétaires changent de locataire, fait que nous, quand on arrive aux études en ville, souvent on arrive, puis là, le propriétaire, normalement, il change de locataire parce que c'est nous le nouveau locataire. Excusez. Donc, souvent, ce qu'on voit, c'est qu'ils vont en profiter pour augmenter les prix des loyers. Parce que il y a des règlements qu'on ne peut pas augmenter plus que 30% le prix d'un loyer d'une année à l'autre. Mais si, moi, je ne sais pas c'est qui l'ancien locataire, je ne sais pas combien il payait,
je sais pas si l'augmentation ou si le prix que le propriétaire me demande il est juste. Parce qu'au Québec, on n'a pas de registre public des loyers. Donc, nous, c'est une mesure qu'on propose, qui est un registre obligatoire, public, des loyers pour contrôler les prix. Parce qu'en ce moment, en ville, on parle beaucoup de crise du logement. Par exemple, à Montréal, il y a des taux d'inoccupation de 6 %, alors qu'ici, c'est genre 0 %. Fait qu'il y a des logements, mais ils sont juste pas abordables. Il y a juste personne qui est capable de se les payer. Donc, avoir un contrôle obligatoire des loyers, pour nous, c'est vraiment important pour garder les logements privés abordables, pour éviter les hausses abusives de loyers. Sinon, c'est sûr qu'on veut construire des logements sociaux. Logements sociaux, c'est quoi? C'est financé par l'État. Ça peut être des coops d'habitation, ça peut être des logements adaptés, ça peut être des logements pour aînés, ça peut être des logements étudiants. Il y a vraiment toutes sortes de modèles de logement social. C'est juste que c'est quelque chose qui est financé par l'État et qui n'est pas sur le marché. Pour la Gaspésie en particulier, on veut obliger Airbnb et autres plateformes d'hébergement touristique court terme à demander à ce que les logements qui soient affichés y ait un permis. On a le droit au Québec de faire du Airbnb, mais ça prend un permis de la CITQ. Donc, ça a été fait à San Francisco, puis ça a vraiment marché. Il y avait 8000 logements juste à San Francisco qui étaient sur Airbnb. Puis, ce que la ville a dit, ils ont dit, ben OK, pour tous les logements qui n'ont pas de permis, Airbnb, on vous donne une amende de 1000 $ par jour par logement. Ça n'a vraiment pas pris de temps, puis il y avait juste 4000 logements finalement. Puis cette obligation-là d'avoir un permis, ça s'applique à pas juste à Airbnb, à toutes les applications. Oui. Là, je prends Airbnb parce que c'est le plus gros, mais toutes les plateformes de logement. Tu sais, il y a un règlement au Québec, mais il n'y a pas assez d'inspecteurs, inspectrices au ministère du Revenu, fait qu'il n'est pas appliqué. Puis, le fardeau de la preuve, il est, mettons, sur le locataire qui se fait évincer illégalement l'été pour que son propriétaire loue à 1000 $, 1200 $ la semaine, ce qui n'est pas légal non plus. Là. On aimerait ça qu'il y ait en Gaspésie des comités logement ou des associations de locataires. Là. Il y a ça dans d'autres régions du Québec. C'est vraiment des comités qui sont là pour soutenir les locataires, pour défendre leurs droits, parce qu'on ne connaît pas nos droits comme locataires, tu sais. On a le droit, si on est dans le logement, on a le droit au maintien en logement. Si on décide qu'on veut rester là, le propriétaire ne peut pas nous évincer pour dire « je veux faire du Airbnb pendant l'été ». Fait que, on veut que les gens connaissent mieux leurs droits, aient accès à des organismes qui peuvent les soutenir, puis que obliger Airbnb à n'afficher que des logements légaux, parce qu'il y a beaucoup de logements illégaux en ce moment. OK. Dernière question au niveau de l'habitation là, qui a rapport avec l'accès à la propriété. Justement, comment faire pour libérer des maisons puis par le même coup faire baisser le prix des habitations? Oui, mais tu fais bien de me le rappeler, je le perdais de vue. Pour l'accès à la propriété, tu sais, genre, celles et ceux qui étaient au débat cette semaine, tu sais, je disais que moi, quand je suis revenue en Gaspésie, j'étais comme travailleuse autonome, fait que la banque considérait que j'avais 0 de revenus. Ouais. Super pratique pour acheter une maison, tu sais. Fait que là, moi puis mon chum, puis nos boîtes, puis notre chat, on a habité dans le sous-sol de mes parents pendant genre 9 mois. Bon, ben smart, mes parents, là, mais comme quand tu viens de genre vivre pendant 10 ans de manière autonome, retourner chez tes parents, c'est comme... Ouais, je me sens comme une ado encore, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça, tu sais. Ça a été quand même difficile pour nous, mais on a réussi finalement à avoir accès à la propriété, mais dans ce temps-là, tu sais, c'était pas aussi cher qu'en ce moment. Avec la pandémie, ça a beaucoup augmenté. Fait qu'il y a plusieurs mesures qu'on peut prendre pour, arrêter qu'il y ait une augmentation aussi rapide des prix des maisons. Nous, ce qu'on propose, c'est d'abord des offres d'achat transparentes. Okay, ouais. Ça veut dire qu'en ce moment, il y a comme, mettons, 12 personnes qui font une offre d'achat. Et personne ne sait qu'est-ce que l'autre propose comme montant, fait que ça fait monter ouais, le prix. C'est ça. C'est comme, il y a 12 personnes, mais je vais bider genre 50 000 de plus que ce que la personne demande. Puis là, l'autre est comme, ben je vais faire une contre-offre, mais je ne sais pas combien l'autre a mis, mais je vais mettre 60 000. Puis là, les gens s'endettent plus que
Ce qui devrait. Plus que ce qu'ils devraient. Puis là, les taux d'intérêt montent, hein? Puis, ça va créer des gros problèmes. Donc, des offres d'achat transparentes. Sinon, on veut aussi obliger les inspections parce que les gens achètent très cher des taudis en ce moment. Puis, il y a aussi des gens en ville qui achètent des maisons en Gaspésie sans les visiter. Hein, ils sont à Montréal, on dit j'ai l'air pleine de préjugés contre Montréal, là, mais des riches personnes dans les centres urbains qui font comme « Ah, ben oui, j'achète une maison, puis après ça, je la revends, genre 3 mois plus tard, 50 000 de plus », qui font des flips immobiliers. Fait que déjà, quand on oblige une inspection, quand on oblige des délais aussi, avant d'acheter une maison, ben là, ça permet d'éviter les flips qui sont trop faciles. Puis notre grande proposition pour l'accès à la propriété, c'est de mettre en place un fonds anti-spéculation. C'est quelque chose qui a été mis en place dans les années 80 à Burlington, aux États-Unis. C'est la ville où Bernie Sanders était maire. On s'inspire de nos idoles de la gauche. Mais c'est un modèle qui a bien fonctionné, en fait. Puis, tu sais, les États-Unis, c'est pas le repère des gauchistes par excellence, là. Fait que c'est un fonds d'investissement qui achète des maisons. Fait que nous, on veut acheter 10 000 maisons. Si elles sont en mauvais état, les rénover. Bien, que le fonds, en fait, achète des maisons qui seraient gérées par la Société d'habitation du Québec. Puis après ça, le fonds revend les maisons à des jeunes ou des gens, là, en général. Mais tu sais, c'est souvent les jeunes qui ont de la misère à avoir accès à la propriété. En restant propriétaire du terrain. Fait que ça fait qu'on peut vendre les maisons à peu près 25 % moins cher. Puis on les garde en dehors du marché spéculatif. Parce que ça prend de la valeur, mais le terrain appartient à l'État. Fait qu'on les sort du libre marché parce que le libre marché, il est là pour faire de l'argent, toujours plus d'argent. Puis même chose, nous, on veut limiter les commissions des courtiers, courtières immobiliers. Parce qu'eux, ils ont intérêt à ce que ça monte, parce que ton pourcentage, le montant que tu reçois quand tu fais une vente, ben plus le prix de la maison est élevé. Fait que bref, ça prend un paquet de mesures parce qu'on veut essayer d'encadrer le libre marché puis de retirer des maisons du libre marché pour que plus de gens aient accès à la propriété. Intéressant. J'entendais Gabriel Nadeau-Dubois dans une interview, puis il avait dit que niveau environnement, c'était les élections de la dernière chance. Ouais. Québec solidaire est fort sur l'environnement. Premièrement, pourquoi ce serait les élections de la dernière chance niveau environnemental et quelles sont les propositions faites à ce sujet? Avez-vous vu le film Don't Look Up? Oui. Mais moi, je me sens comme genre la fille, tu sais, la scientifique, là, qui a trouvé comme la comète. Un peu, là, à essayer de... Ben, qui est vraiment comme fâchée, tu sais. Qui est vraiment comme réveillons-nous, là. On va mourir. Ouais. C'est ça qui est dommage, tu sais, l'espèce de nier un peu l'existence de ça, mais je pense que pour les fins de notre émission, on va reconnaître qu'il y a une crise climatique, là. Entre nous trois, on va reconnaître qu'il y a un problème. Ben, tu sais, si on se fie à la science. Ouais, c'est ça. On va s'intéresser surtout... On va dire le C-word. Crise. On va s'intéresser surtout, mettons, environnement, transport, tout ça. J'imagine que Québec solidaire qui se dit l'option verte du vote a un plan. Ben oui, ben c'est ça. T'sais, pourquoi on dit que c'est les élections de la dernière chance? C'est parce que pour atteindre nos objectifs de réduction de gaz à effet de serre qui sont demandés par le GIEC, là, qui est pas par... Nous, on a pris 55 % de réduction comme cible parce que c'est ça que les scientifiques disent. Fait qu'on va le faire, tu sais. Ben, pour garder notre réchauffement climatique en bas de 1,5 degré d'ici 2030, ben, il faut réduire de 55 %. Puis nous, on a bâti un plan qu'on a fait valider par des expertes en changement climatique, dont 2 qui ont déjà travaillé avec le GIEC. Là. Fait que, on est confiant que notre plan, il y a de l'allure. Mais tu sais, c'est ambitieux, là. C'est comme un énorme chantier, mais c'est parce qu'on s'est traîné les pieds pendant tellement longtemps au Québec
qu'on a nié, qu'on a minimisé, qu'on a dit « la technologie va nous sauver », tu sais. Fait que là, c'est pour ça qu'on dit que c'est la dernière chance, parce qu'il y a des gros changements d'habitude à faire. Puis, si on attend un autre mandat, ben en 2026, ouais, il va juste nous rester 4 ans pour faire le changement. Puis plus tu attends avant de faire le changement, mais plus il va être raide. Ouais. Donc, dans notre plan, il y a évidemment plein de propositions. D'abord, au niveau de la gouvernance climatique, on veut que ce soit la personne qui est au poste de premier ministre ou première ministre qui est responsable de la lutte au changement climatique, que dans chaque région, il y a des comités régionaux de transition, parce que c'est pas vrai que la transition écologique va se faire de la même façon en Gaspésie qu'à Montréal. On n'a pas les mêmes défis, on n'a pas les mêmes populations, on n'a pas les mêmes distances, on n'a pas les mêmes infrastructures. Eux autres, l'érosion, c'est un peu moins présent. Nous, les inondations, ça s'en vient, puis les feux de forêt, puis en tout cas, plein de belles affaires qui s'en viennent. Puis, fait que, on a des propositions pour doubler le transport, doubler les enveloppes en transport en commun régional. Fait qu'on est super fiers de la régime. On veut qu'il y ait un meilleur service, plus fréquent, à des tarifs 50% plus bas. On veut aussi nationaliser le transport par autocar, parce qu'en ce moment, on donne beaucoup d'argent à Keolis, qui est une grosse multinationale, qui nous offre un service pas super confortable, pas super fréquent, pas super bon, pas super abordable non plus. Donc nous, ce qu'on se dit, c'est qu'on fait comme avec Hydro-Québec, on achète les bus, on les électrifie, puis on se sert des trajets plus payants comme Québec-Montréal, puis avec l'argent qu'on fait avec ça, on finance les trajets moins payants en région. Fait que ça nous permet d'avoir vraiment tout le contrôle, parce que c'est une société d'État. Donc, c'est nous qui disons, il faut que le service il soit bon partout au Québec, peu importe où on habite. Fait que ça fait partie de notre plan. On a aussi une grosse partie de notre plan climatique qui est sur l'agriculture. On veut rapprocher la production agricole de nos assiettes. On veut aussi mettre en place une politique locale d'approvisionnement pour que dans les écoles, dans les CHSLD, dans les hôpitaux, on mange ce qui est produit dans la région. Donc, en ce moment, on importe des choses ou on fait venir des choses d'autres régions alors qu'on pourrait les produire ici. Puis en ayant cette politique-là, avec une cible de 70% d'aliments locaux, ben on s'assure. Quelqu'un qui veut se partir une ferme, il dit c'est cool, je vais tout pouvoir vendre à l'hôpital. J'ai moins de risques dans mon modèle d'affaires à me partir une ferme. Puis, j'ai pas les coûts de transport, de livraison pour exporter ce que je produis. Évidemment, il y a plein d'autres propositions, mais ça, c'est un peu le centre, là, c'est de soutenir les producteurs pour qu'ils puissent produire des aliments biologiques localement. Puis on veut aussi protéger plus d'espace. Par exemple, avec le caribou en Gaspésie, nous, on veut un moratoire sur les coupes forestières dans l'aire de répartition du caribou, parce que c'est ce que la commission indépendante sur le caribou que le gouvernement a mis en place. Mais c'est ce que les experts nous disent de faire. Donc, on veut faire ça, puis trouver... protéger, par exemple, le secteur des Vallières de Saint-Réal. Ça pourrait être annexé au parc de la Gaspésie. Il y a vraiment plein de choses à faire, mais il faut prendre le virage maintenant. Puis, nous, la justice climatique, c'est important. Il n'y a pas un travailleur ou une travailleuse qui va payer parce qu'on fait une transition. On va faire la lutte à la pauvreté en même temps, parce que sinon, on n'y arrivera pas. Pour finir, j'aurais 2 questions. Vite fait, vous avez répondu comment vous aviez abouti à Québec solidaire dans le parcours. Donc, je pourrais modifier ma question un peu. Pourquoi vous êtes fiers de représenter Québec solidaire, premièrement, et ensuite, pourquoi les étudiants et tous les autres, mais particulièrement les étudiants, vu que c'est surtout ça notre auditoire, devraient voter pour vous? Je suis vraiment fière de représenter Québec solidaire parce qu'on est un parti différent. on est comme une drôle de bibite, là. Tantôt, tu as dit votre chef. Là, je t'ai fait des gros yeux, mais nous, à Québec solidaire, on n'a pas de chef. On a 2 co-porte-paroles. Puis des porte-paroles,
c'est pas eux qui décident. Notre instance décisionnelle la plus importante, c'est le congrès. Fait que c'est l'endroit où il y a le plus de membres qui sont délégués. Puis, on donne le mandat au porte-parole, un homme et une femme. Donc, l'égalité entre les hommes et les femmes, pour nous, c'est super. Le féminisme, c'est une valeur de fondation de QS. Wouh! Mais c'est ça. C'est sûr que moi, je travaille dans le mouvement féministe en ce moment. Fait que c'est sûr que ça me rend fière qu'un parti ait des pratiques en ce sens-là. Fait que je suis fière qu'on ait des co-porte-parole qui sont à l'écoute, qu'on soit capable d'influencer aussi. Tu sais, moi, quand on a présenté notre proposition sur l'assurance dentaire publique et universelle à New Richmond au début de la campagne, Gabrielle et moi, ben, tu sais, moi, j'avais dit, ben, c'est vraiment super, mais il faut qu'on ait des mesures pour attirer des dentistes en région parce que même si on met ça moins cher, on n'aura pas plus de dentistes. Fait que j'ai pu influencer, tu sais, il y a de l'écoute du parti pour dire comme « Hey, ben oui, c'est vrai, t'as raison, tu sais, merci. » Puis on va articuler notre proposition pour qu'elle ait du sens, tu sais, pour tout le monde au Québec. Fait que je suis fière parce qu'il y a de la flexibilité, parce que j'ai mon mot à dire. Je représente aussi la Gaspésie et les îles à la Commission nationale des femmes. Donc, on a une Commission nationale des femmes. On a aussi une Commission nationale autochtone qui siège à notre comité de coordination nationale. Là. Donc, c'est vraiment l'instance de direction, si tu veux, là, du parti. Mais cette année, on a 6 personnes candidates autochtones. C'est vraiment du jamais vu dans l'histoire du Québec d'avoir autant de personnes autochtones qui se présentent dans un parti. Puis ça me rend vraiment fière parce que je me dis, on est en train de faire la bonne affaire pour la réconciliation. T'sais. Notre programme, comme il parle aux personnes autochtones, puis il les prend en considération, puis leur donne une voix. Puis, ben c'est ça me rend vraiment fière. Puis pourquoi les étudiants devraient voter pour moi? Bien, premièrement, ils devraient voter. Hein? C'est les 18-35 ans. Puis là, moi, j'ai 32 ans, et je m'inclus là-dedans. Pour la première fois depuis vraiment longtemps, on forme le tiers de l'électorat. Okay. Mais avec le tiers de l'électorat, là, on peut élire un gouvernement. À 32% d'habitude, ça rentre, c'est ça? Ben c'est ça. Puis moi, je trouve ça le fun, parce que j'ai vécu beaucoup de frustration dans le passé en me disant... Tu sais, j'ai toujours exercé mon droit de vote, mais en me disant, ouais, mais c'est difficile parce que, tu sais, il y a comme des... C'est ça, le poids démographique n'est pas là, mais là, il est là. Fait que je me dis, allons voter. Puis, ben, si vous voulez une personne qui est bien motivée, tu sais, pour faire campagne enceinte avec un petit Terrible 2 à la maison, il faut être bien motivé, avoir bien de l'énergie. Fait que si vous voulez quelqu'un qui a cette motivation-là, puis pour qui c'est important l'inclusion, puis l'égalité, ben, appuyez-moi. Sur ces beaux mots. Oui, sur ces beaux mots. Merci beaucoup, Catherine, d'avoir pris le temps de venir faire un petit tour à notre podcast. En finissant, ouais, juste moi, j'aimerais ça préciser. Ben, c'est le fun, c'est notre 3e capsule, il nous en reste une, parce que malheureusement, le Parti conservateur, on a rentré en contact avec eux autres, mais on n'a pas eu de réponse. Et aussi, on dit que c'est important de voter. Pas de pub pour Radio-Canada, mais aller faire la boussole électorale en ligne, ça aide souvent à se placer une opinion, fait que voilà. Là-dessus, le mot de la fin est à toi, Manu. Ben, comme à chaque épisode, j'adore dire, votez pour qui vous voulez, mais votez. Yeah. En ce moment, le soleil s'est couché. Donc, j'ai envie de vous dire bonne nuit, mais probablement bonne journée, parce qu'Olivier ne va pas publier l'épisode avant de se coucher. Non. Merci tout le monde d'avoir écouté. Merci Catherine d'avoir été là. On te souhaite une excellente fin de campagne. Et ben, soyez gentils tout le monde. Au revoir. Buvez de l'eau. Buvez de l'eau.